Euh, je vais juste me présenter rapidement Agora, parce que c'est pas l'objectif, et donner le contexte de la réunion d'aujourd'hui ou du webinaire d'aujourd'hui. Donc, Emmanuel Benoît, je suis le PDG d'Agora. J'ai une carrière qui est assez longue et diverse, hein, à la fois technique, mais aussi financière, marketing, stratégie. J'ai fait une grande partie de ma carrière à l'étranger. En ayant commencé d'abord dans l'aéronautique, à la fois du côté constructeur et du côté compagnie aérienne, j'ai ensuite rejoint d'autres industriels et j'ai eu la chance et l'honneur de faire du SAV sur tous les continents du monde, manager des équipes dans quasiment toutes les zones horaires. Et j'ai eu le plaisir de faire ça avant de devenir PDG d'Agora. Agora qui est la société en France qui fait à peu près 70% de la réparation électroménager en fournissant des services multiples et variés. Donc, au cours de toutes ces expériences, certes, je suis un expert du SAV, mais surtout, j'ai une vision qui est plus large que celle du réparateur. Et là où il y a une forte différence, et c'est aussi le sujet d'aujourd'hui, j'ai une forte expérience internationale. Et comme Agora est présent dans 70 pays, ce qui est intéressant aussi, c'est ce que peut nous apporter la connaissance et la vision d'autres marchés. Bon, donc c'est pour ça que c'est légitime, hein, de parler du right to repair et de se demander si c'est un problème mondial. Il y a un contexte et il y a une raison pour laquelle j'ai lancé l'idée de faire des webinaires. Le contexte, c'est que je pense que nos filières SAV, hein, pas seulement celles de l'électroménager, mais plus globalement les filières SAV, vont connaître dans les 5 à 10 prochaines années des changements profonds, à la fois liés au contexte sociétal et législatif. Et donc, nos filières vont devoir s'adapter. Et il me paraissait opportun de lancer une discussion commune, une réflexion commune autour des spécialistes du SAV. Je pense que malheureusement, il y a trop de gens qui parlent, qui n'ont aucune idée de ce que nous faisons. Et je pense que c'est important d'avoir une discussion entre professionnels autour de sujets qui peuvent être complexes. Je ne parle pas de créer un think tank, ce n'est pas l'objectif. Mais je pense que déjà, parce que la filière du SAV a tendance à être relativement timide, créer un espèce de forum dans lequel, en fait, on peut librement échanger des idées et partager des points de vue. Donc, comme je suis quelqu'un qui pense qu'on avance en commençant à marcher, j'amène de l'eau à ce moulin de cette idée en créant un premier webinaire autour d'un sujet qui me paraît quand même important et qui est surtout, alors peut-être pas un sujet d'aujourd'hui parce qu'il y a plein de choses qui se passent en France, mais qui sera un sujet de probablement les 2 ou 3 prochaines années à venir. Bon, voilà, donc c'est le contexte de pourquoi je fais un webinaire et pourquoi je peux me permettre de parler de ce contexte mondial. Alors, la question que j'ai posée et qui est le titre de ce webinaire, qui est est-ce que le right to repair, hein, c'est un mouvement qui est mondial et qu'est-ce que ça veut dire, qui en parle et qu'est-ce que ça veut dire pour les pièces détachées en particulier. Alors, je vais articuler ça en un certain nombre de points. J'aime bien en général expliquer ce que je vais faire avant de le faire. Donc, je vais définir rapidement ce que c'est que le right to repair, parce que ça peut être tout et n'importe quoi, mais je pense qu'il faut le définir. Et surtout, répondre à la question, pourquoi est-ce que ce mouvement, il existe en ce moment et aujourd'hui? Derrière, je pense qu'il faut se poser la question, qui est la question du séminaire, c'est est-ce que c'est un mouvement qui est global? Est-ce que c'est une réalité ou est-ce que c'est que du buzz? Je pense qu'il faut, si on veut pouvoir, parce que c'est l'objectif, avoir une idée de ce qui va se passer dans le futur, imaginer ou comprendre ce que peut être les ressorts et les réponses des industriels. Et puis derrière, je pense que évidemment l'idée c'est un peu de faire de la politique fiction, ou en tout cas à quoi on peut s'attendre. Donc je pense que en orientant et en découpant de ces manières, je pense qu'on aura une grille d'analyse qui nous permettra après de pouvoir se poser des questions et d'y répondre de manière intelligente, j'espère. Alors, le right to repair, d'abord, qu'est-ce que c'est? Alors, en français, le droit à la réparation, c'est la demande des propriétaires d'objets de pouvoir pleinement réparer, modifier un produit qu'ils ont acheté. Ce n'est pas autre chose, c'est le fait qu'un propriétaire se sent le droit de pouvoir réparer, modifier, transformer ce qu'il a acheté. Il y a 3 choses qui sont liées à cette définition ou à ce mouvement. D'abord, ça paraît évident.
J'expliquerai pourquoi après. Ça paraît évident que quand on possède quelque chose, on a le droit de le réparer ou de le modifier ou de faire ce qu'on veut avec. Je pense que c'est important de se poser là, de comprendre que, que le right to repair, il y a un droit à la possession, une notion de propriété, et qui est éminemment occidentale. C'est-à-dire que il n'y a pas de right to repair qui existe aujourd'hui en Chine, en Inde ou en Amérique du Sud. Et par contre, ce qui est clair, c'est que l'expression et ce droit, il existe dans la loi déjà depuis presque 10 ans, puisque la première loi qui s'appelle Right to Repair, elle a été signée en 2012. Donc, on a de facto un droit qui existe déjà dans certains pays, en tout cas qui a été reconnu, et avec un mouvement législatif qui est en cours. Donc, on ne parle pas de choses qui sont dans le ciel, on est en train de parler d'un mouvement réel, même si ça peut paraître évident d'avoir le droit de modifier quelque chose qu'on possède. Alors, moi, je voudrais répondre à pourquoi est-ce qu'on parle de right to repair, pourquoi est-ce que ce mouvement existe. D'abord, en parlant un peu de l'état de l'art, l'antériorité, de pourquoi est-ce qu'on pense que c'est nécessaire. Je voudrais faire un point sur la propriété intellectuelle, parce que je pense que c'est en fait absolument lié à ce point, et parler de la période actuelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en ce moment pour le right to repair. Alors, en termes d'antériorité, souvent, je donne par exemple, parce que quand on nous explique que l'économie est circulaire et qu'en fait, c'est un grand renouveau, j'explique qu'en fait, le mouvement, ou en tout cas l'instinct de l'être humain à prendre un objet, le réparer ou le modifier, existe de tout temps. Probablement, le premier acte de recyclage, c'est quand on a pris un couteau en silex et on l'a transformé en pointe de flèche, et que c'est quelque part ce qui nous définit en tant qu'être humain. La capacité à transformer quelque chose pour l'utiliser pour un autre propos ou le réparer. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le fait qu'on se dise que j'ai le droit de réparer quelque chose ou de le modifier, c'est quelque chose qui est atavique. Donc, pourquoi est-ce qu'on met en place des revendications au XXIe siècle autour de ce droit? Puisqu'il paraît naturel. Et bien moi, mon point, c'est d'expliquer que je pense qu'il est lié à la propriété intellectuelle. Parce que si en fait le droit de propriété et le droit de modifier et de réparer un objet est quelque chose qui est ancestral, le droit à la propriété intellectuelle, en gros, il existe depuis un peu plus de 5 siècles. J'ai mis la copie la première lettre patente du roi de France qui a donné un droit de monopole à un inventeur en 1561. Donc, on voit que certes, c'est bien plus récent que le droit, en tout cas que l'esprit de réparation, mais ça reste quelque chose d'ancré dans une vraie histoire. Depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'en gros la fin du XVIIIe, on a pu mettre en pratique un certain nombre de règles, une évolution des pratiques qui ont permis en gros de cristalliser le système moderne à la fin du XVIIIe. Typiquement en France en 1791, avec la création d'un premier bureau moderne des brevets, des lettres patentes, et à peu près de manière concomitante aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Donc ce système, il avait bien en place à la fin du XVIIIe et il a pu être expérimenté au XIXe et au XXe. Et il y a une raison pour laquelle j'ai mis la photo du prince plutôt une peinture du prince des cuisiniers. Je vais essayer d'expliquer mon propos. Je pense que le droit de la propriété intellectuelle est extrêmement compliqué et peu compréhensible pour la plupart d'entre nous, en tout cas pour les masses. Mais qu'on en a une pratique qui fait qu'en fait, si on ne le comprend pas, au moins on en a un instinct. Escoffier, au 19e, se plaignait qu'on ne pouvait pas breveter une recette. Et c'est un fait, on ne peut pas breveter une recette. Pourtant, il y a un certain nombre de droits qui sont liés à l'écriture d'un livre de recettes. Ça ne viendra à l'idée à personne de dire que si je prends un livre de recettes d'Escoffier, quand il les a sortis, j'allais pouvoir en faire des copies ou des photocopies et puis vendre cette copie et ne pas respecter les droits de copyright. Donc ce droit, il me paraît évident. On n'a pas le droit de reproduire une recette sous forme de papier ou en tout cas un livre. En revanche, il n'y a rien qui m'empêche de prendre la recette de la pêche melba ou de la crêpe Suzette, parmi ces deux plus grandes inventions, non seulement de reproduire la recette, de vendre ce produit, mais même dans mon menu, d'inscrire que c'est une pêche melba ou une crêpe Suzette. Donc on voit bien que, et ça choque personne, donc on voit bien qu'on a une pratique
de la propriété intellectuelle qui fait que par cette pratique, on a l'habitude et on comprend ce qui est autorisé et pas, et qui ne l'est pas. Donc, mon point, c'est que cette composante de notre objet ou de ce que nous possédons, c'est-à-dire par exemple le fait que si j'ai un livre, je n'ai pas le droit d'en faire une reproduction et de la vendre, eh bien, c'est inclus dans nos objets de manière inconsciente par une certaine pratique. Or, cette partie a changé. C'est-à-dire que depuis en fait une vingtaine d'années, on a vu une explosion du droit de la propriété intellectuelle. J'ai mis sur la gauche en fait le volume de brevets en cours. Donc on voit qu'en gros, on double à peu près tous les 15 ans. Donc cette accélération de la reconnaissance et de la prise de la création de propriété intellectuelle, elle est très forte chez les industriels. Parce que les cycles d'adoption des technologies sont de plus en plus courts, parce que la compétition est de plus importante à l'échelle mondiale, et donc il faut quelque part se protéger. Et c'est devenu vraiment quelque chose de clair, et on a une explosion de ce contenu. Et en même temps, on a, depuis 2007 en gros, puisque c'est l'avènement de l'iPhone, le fait que dans nos objets, il y a de plus en plus de logiciels qui ont eux-mêmes un droit de la propriété intellectuelle. Et donc, ce contenu qui ne nous appartient pas augmente de manière exponentielle dans nos objets. Et de plus en plus, on parle de smart objects, etc., on a des objets que nous avons achetés, dont une partie fondamentale ne nous appartient pas. Et je pense qu'on n'a pas la pratique de cet état de fait. On n'a pas encore intégré les implications de cette part très importante de propriété intellectuelle dans nos objets de tous les jours. Concrètement, de plus en plus de nos objets ne nous appartiennent pas. Donc, si on met bout à bout ce que je viens de dire pour un peu résumer et expliquer ma thèse, c'est que si la notion qui consiste à dire que si j'achète un objet, je peux en faire ce que je veux, elle paraît logique, intuitive et bien ancrée dans les mœurs, et que ça inclut ce droit de possession, le droit de réparer, le droit de le modifier. En revanche, je n'ai pas encore complètement intégré le fait que je ne possède pas la totalité de cet appareil, puisqu'il y a la propriété intellectuelle qui est liée, et du logiciel. Et donc, quand on m'empêche de faire ce que je veux faire, ou quand on m'explique que quelqu'un n'a pas le droit de réparer, j'ai un fort potentiel d'indignation. Parce que ce que j'entends, c'est je ne possède pas ce que j'ai acheté. Et ce fort potentiel d'indignation, il va créer une forte adhésion des consommateurs et de la masse autour du message, autour du droit à la réparation. Parce qu'on ne dit pas, non, mais le droit à la réparation est limité à cause de la propriété intellectuelle. Ce qu'on entend, c'est vous avez acheté quelque chose et vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec. Et ça, dans les sociétés occidentales, ce n'est pas acceptable. En tout cas, ce n'est pas acceptable dans les normes largement standards entre les États-Unis, l'Europe et les démocraties modernes. Okay, donc, c'est à mon avis ce problème-là qui est à l'origine de la nécessité de créer un droit à la réparation. Et pas du tout un besoin écologique, en fait. C'est-à-dire, ce qui fait que les gens entendent, c'est qu'on a l'impression qu'on leur a pris quelque chose. Alors, du coup, on peut se dire, OK, est-ce que c'est un vrai phénomène? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que, en fait, ce droit à la réparation, il a une certaine traction? Ou est-ce qu'en fait, c'est encore une vision d'esprit de 3-4 écolos dans un fond de plateau de télé? Alors, je vais donner 4 exemples, je pense, qui concrétisent le fait que ce mouvement il est en marche. Donc, je vais revenir sur la loi fondatrice dans Massachusetts de 2012 qui définit le droit à la réparation. Je vais donner 2 exemples qui sont Louis Rossmann et iFixit, qui donnent aussi la dimension internationale et mondiale de ce sujet. Je vais parler de ce qui se passe en Europe et puis je vais parler, puisque c'était dans le titre, aussi du Nebraska, puisque c'est tout nouveau, en fait, la loi date du printemps. Alors, la fameuse loi qui crée le droit à la réparation, c'est une loi de 2012 qui est en gros les droits à la réparation des possesseurs de véhicules et qui dit qu'en fait, un fabricant automobile ne peut pas discriminer
entre un réparateur agréé et un propriétaire d'un véhicule ou le réparateur qui l'a choisi. Autrement dit, je dois fournir le même niveau d'information et le même niveau d'accès et la même facilité à un propriétaire d'un de mes véhicules que j'ai designé, à un réparateur quelconque et à mon réseau de réparateurs agréés. Et ce concept, cette loi, elle est très claire. Elle est antidiscriminante. Elle ne dit pas, vous n'avez possédé plus votre propriété intellectuelle. Elle dit simplement, si vous mettez cette propriété intellectuelle à disposition de quelqu'un, vous devez la mettre à disposition de tout le monde, sinon vous avez des pratiques monopolistiques discriminantes. C'est important parce qu'en fait, c'est important de comprendre ça, parce qu'on ne dit pas dans cet acte, non, vous ne possédez plus la propriété intellectuelle et les gens font ce qu'ils veulent. Ce qu'il dit juste, c'est que tout le monde a le droit de faire la même chose. Par contre, ce n'est pas comme ça que c'est entendu par la plupart des gens, n'est-ce pas ? Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'on donne le droit, on empêche la discrimination entre les réseaux certifiés et l'ensemble de la population. Derrière, on a des activistes, alors que j'appelle économiques, qui se sont développés. Donc, il y a aux États-Unis, deux grands, on va dire, mouvements, personnes, acteurs qui existent. Vous avez Louis Rossmann, qui, vous voyez, hein, il a 1,6 million de gens qui le suivent sur YouTube, et qui est au départ un propriétaire d'un centre de réparation d'ordinateurs à New York, et qui est très connu pour réparer en fait des Mac. Mais il n'a jamais été agréé parce qu'il n'a jamais voulu être agréé par Apple, il a toujours voulu garder son indépendance. Et en fait, cet homme-là, il est très actif d'un point de vue lobbying. J'ai mis, il y a carrément un lien sur sa page, sur sa chaîne YouTube, sur laquelle il explique tous les lobbying qu'il fait au niveau des différents États. Donc, il est allé au Nebraska, il est allé en Massachusetts, il est allé dans l'État de New York, mais il est allé au Congrès. Et au Congrès, il a témoigné sur le right to repair. Donc, on peut dire, OK, c'est un homme tout seul dans son coin, mais il a énormément de moyens économiques. Là, il a lancé une campagne pour créer Vote Initiative. Hein. Aux États-Unis, dans certains États, on peut faire des référendums d'initiative populaire. Hein. Il est en train de lever 6 millions de dollars pour créer en fait une extension de la loi du Massachusetts Right to Repair à l'électronique et pas que à l'automobile. 6 millions de dollars, c'est pas négligeable. Donc ça, c'est un homme qui est à la fois très célèbre, très soutenu, très écouté, qui a un intérêt économique parce que lui, en fait, il ne veut pas que Apple l'empêche de réparer ses MacBooks. Hein. Vous avez de la même manière, vous avez iFixit. iFixit, ça a été créé toujours pareil par deux personnes qui ont commencé à réparer les PC. Alors eux, c'est une société au final qui est quand même qui a un gros succès. Hein. Ils font quelque chose comme plus de 20 millions de dollars de revenus. Ce qui est intéressant, c'est qu'eux, par contre, sont très actifs des deux côtés de l'Atlantique. C'est-à-dire qu'ils interviennent autant du côté de l'Union européenne que du côté du Congrès. Et leur modèle est très simple. Hein. Il est de dire, moi, je vends des outils pour réparer. Donc, en fait, si plus il y a de gens qui réparent et plus si l'information est disponible auprès de tout le monde, eh ben, plus je vais vendre de kits de réparation. Donc, c'est des acteurs économiques qui ont des moyens de pouvoir financer et pousser en fait ce right to repair. En Europe, donc, il y a une coalition de réparateurs, d'organisations qui s'appelle repair.eu, qui milite régulièrement à Strasbourg ou à la Commission pour pouvoir faire avancer le right to repair en Europe. Donc voilà, j'en parlerai un peu après, mais il y a aussi l'indice de réparabilité pour ceux qui en ont entendu parler, qui est une loi française et qui repose sur les mêmes idées, en tout cas qui est autour de la loi sur l'économie circulaire, pousse l'idée qu'en fait on a un droit à réparer ses appareils et qu'on ne peut pas discriminer, etc. etc. Donc, je ne m'étendrai pas, en tout cas, la plupart d'entre vous sont au courant de ce qui se passe en Europe. Ce qui est intéressant, parce qu'aujourd'hui, on a parlé là pour l'instant que de produits qui sont de grande consommation, c'est que ce mouvement va bien au-delà. Et en fait, c'est le cas du Nebraska. Le Nebraska a posé une loi au printemps de 2021 qui dit quoi? Qui dit qu'en fait, si vous possédez un tracteur, vous avez le droit de le réparer. C'est-à-dire que un fermier doit avoir le droit de réparer son tracteur avec des pièces qu'il a choisies
Et le constructeur ne peut pas l'empêcher ou doit lui fournir la possibilité de hacker son logiciel pour empêcher que les choses soient montées. On ne peut pas empêcher le remplacement de pièces par des pièces compatibles. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce qu'on est déjà dans un monde qui n'a rien à voir avec le droit de consommation, on est d'accord. Mais surtout, par contre, on est sur un État symbolique aux États-Unis. J'ai mis une photo de ce qu'est le Nebraska. Le Nebraska, c'est une grande plaine. Il y a deux champs, il y a des puits de pétrole et des fermiers. Ils sont parfois très loin des stands de réparation John Deere ou McCormick. Et pour eux, dans l'esprit pionnier, il est important de pouvoir être indépendant et de pouvoir réparer ses propres objets. On est exactement dans ce que je disais au début en termes de droit lié à la possession. Et ce message, il est entendu des deux côtés de l'aile, c'est-à-dire qu'on soit démocrate ou républicain, on souscrit au fait que les fermiers doivent être indépendants. Et ça commence à être des messages qui sont très puissants, quoi. Ça commence à être des messages qui ont une résonance, qui vont bien au-delà de juste le problème de mon imprimante que j'arrive pas à réparer ou trouver mon tonnerre, et qui s'appuient sur des bases fortes à droite et à gauche. On n'est pas du tout dans des discussions de nouveau sur de l'écologie, on est sur du problème économique. Donc moi, je pense que là, en réalité, c'est que voilà, on voit qu'il y a des actions législatives qui sont en place, qu'elles arrivent aux États-Unis et en Europe, que clairement les activistes ont le vent en poupe et ils ont déjà des victoires importantes des deux côtés de l'Atlantique. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des moyens financiers importants derrière ces activistes, puisqu'ils sont aussi financés par des acteurs économiques. Donc pour moi, le mouvement il est global, il se structure et il est soudé autour des mêmes objectifs et de messages qui sont clairs. Ok ? Donc si je continue, c'est bon voilà, si on dit qu'en effet le mouvement existe, qu'il est global, etc. Quelle est la réponse typique des industriels? Alors il y a 5 grands types de réponses classiques qui sont utilisées. Il y a oui, mais si vous commencez à me diluer la valeur de ma propriété intellectuelle, je vais moins investir en R&D et ça va freiner l'innovation. Alors, c'est tout à fait recevable comme propos. Le problème, c'est qu'on dit, oui, mais regardez, le nombre de brevets explose, quoi. Donc, il n'y a rien qui montre que en fait, l'innovation va s'arrêter, etc., etc. Aujourd'hui, prouvez-le nous. Le deuxième argument très fort, c'est oui, mais attendez, moi, si je fournis à tout le monde mes logiciels et si tout le monde peut y aller, on va pouvoir avoir des failles qui sont exploitées par des cyberhackers et donc mes objets vont être moins sûrs. Moi, je fais ça pour protéger le consommateur ou mes utilisateurs. Complètement recevable. Par contre, c'est pareil, on n'arrive pas à créer un message qui est clair et lisible, ou en tout cas qui fait suffisamment peur aux gens. On n'arrive déjà pas à ce que les gens installent des firewalls ou fassent des copies de leur PC. Alors, on imagine bien, avant d'aller protéger leur tracteur des cyberhackers, ça va être compliqué, quoi. Un troisième axe, c'est oui, mais attendez, moi, mes produits sont hautement technologiques, j'ai besoin d'experts qui sont agréés, j'ai un réseau avec qui je travaille depuis des années. C'est vraiment une compétence, quoi. C'est lié, c'est pour ça que vous payez ce prix-là pour ce produit, etc. Le problème, c'est que des gens comme Louis Rossmann montrent que en fait, des acteurs indépendants peuvent être tout aussi performants que des experts agréés. Et donc, ce message, c'est pareil, il est recevable et intelligible, mais la réalité, c'est que le consommateur n'y adhère pas. Il y a quelque chose qui est utilisé un petit peu, qui est logique, qui est de dire, écoutez, si moi, je m'assure que les pièces ne sont pas volées, ce sont des pièces qui ne sont pas issues de recel. Si vous m'autorisez, si vous dites n'importe qui peut monter n'importe quoi, vous allez autoriser le marché de pièces, de fausses pièces, vous allez autoriser le recel. Or, et ça, par contre, on sait que ça marche. C'est-à-dire que les sacs Louis Vuitton sont numérotés, il y a un vrai droit autour de cette chose-là et il y a une vraie expérience. Et donc, pourquoi pas. Le dernier point, c'est la sécurité physique, qui est souvent utilisée, qui a d'ailleurs été utilisée contre la loi pour les Nebraska par John Deere, qui dit, écoutez, attendez, moi, si vous réparez de manière sauvage mes tracteurs, vous mettez en danger la vie des fermiers. Et ça, en fait, on n'y arrive pas. C'est-à-dire que la sécurité physique, ça passe pas
le droit à la réparation, le fait qu'on puisse modifier les choses qu'on possède est tellement bien compris et assimilé qu'en fait, les gens complètement comprennent que si le mec il fait une bêtise, c'est son problème, c'est pour sa pomme. Donc, ce message de dire qu'on est responsable, même si il n'y a pas d'adhésion. Donc, on voit du coup qu'il y a un certain nombre de stratégies qui existent chez les industriels et qui sont recevables. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas vrai, pas du tout. Ce que je dis simplement, c'est que le message, il n'a pas du tout le même facteur d'indignation que « Attendez, on vous a pris quelque chose en vous empêchant de réparer vos appareils ». Et ça c'est d'un point de vue politique, en fait, du coup, c'est extrêmement compliqué de pouvoir le défendre politiquement. Alors, est-ce que c'est problématique? C'est-à-dire, est-ce que ce sera problématique pour les industriels? Donc, est-ce qu'en gros, les industriels empêchent la réparation? Non. Enfin, moi, j'ai travaillé dans les tas d'industrie. Les industriels n'empêchent pas la réparation. Ce que les industriels cherchent à faire quand ils sont structurés, et c'est normal, ils cherchent à maximiser le profit de leur filière SAV. C'est l'objectif d'une entreprise privée. Donc, dans le secteur industriel, en moyenne, on est à 30% du chiffre d'affaires qui est lié au SAV et 50% qui est lié au profit. Enfin, et ça contribue à peu près à la moitié des profits d'une entreprise. C'est assez typique du B2B, en fait. C'est moins présent dans le B2C parce qu'il y a plus de compétition et il y a moins de SAV. Mais dans le B2B, c'est quelque chose qui est complètement intégré. Ça a généré des comportements ou des concepts tels que le Total Cost of Ownership, qui fait que maintenant, quand on envoie une RFP, on demande combien va coûter la maintenance. Enfin, il y a vraiment une intégration de ce coût-là à l'intérieur du coût de propriété d'un objet industriel. Et il y a des tas de techniques qui ont été mises en place par les entreprises pour défendre leur marge. Et elles ont tout à fait le droit, c'est légal, il n'y a pas de problème. J'ai mis l'exemple du moteur, non seulement parce que je connais bien, mais surtout parce qu'en fait, ça fait 20 ans que dans les moteurs, des tas de compagnies aériennes n'achètent plus leur moteur, mais louent le moteur et ne payent que quand l'avion vole. Ça s'appelle Power by the Hour. Ça permet à CFM, GE et d'autres, le Rolls-Royce, de pouvoir en fait s'assurer qu'ils gardent la partie SAV, parce que simplement, c'est le moteur leur appartient. Et ils maintiennent l'appareil et le moteur, parce que leur intérêt, c'est que l'avion vole pour qu'ils puissent toucher leur loyer. Donc, on voit qu'il y a des tas de techniques qui existent et que surtout et avant tout, pour les industriels, c'est un problème économique. Ce n'est pas un problème de philosophie. La réalité, c'est qu'on doit défendre, enfin, les industriels veulent défendre leur marge. Alors, en résumé, le message des industriels, même s'ils sont identifiés recevables, ils vont être moins percutants. Et donc, par contre, il y a des enjeux financiers qui sont clairs. Et donc, on va au clash, forcément, puisqu'un industriel ne va pas vouloir donner sa marge. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec John Deere, avec Apple. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc, puisque maintenant, j'espère que j'ai brossé un tableau qui permet un peu de comprendre les clés, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut imaginer dans le futur proche? Donc, je vais d'abord parler un peu du côté coalition Right to Repair, qu'on comprenne un peu la portée du message, les réponses des industriels, en tout cas des grilles d'analyse, et puis après, on parlera globalement de ce qui va se passer après. Je finirai avec ça. Alors, j'ai essayé de faire un schéma qui présente un peu la coalition autour de Right to Repair. La réalité de Repair.eu, j'ai dit que j'allais en parler de manière plus importante, c'est que en fait, Repair.eu est financé par de nombreuses organisations et derrière, il y a des entreprises avec un intérêt économique. On voit Spereka, iFixit, Black Market, qui ont intérêt à ce que le Right to Repair devienne plus important et qu'on ait plus de réparations puisqu'ils en profiteront et c'est leur droit, ils sont sur ce marché-là. Ce qui est intéressant, c'est que ces intérêts économiques vont donc soutenir un certain nombre d'activistes écologiques qui, pour eux, en fait, ce qui est important, c'est la pérennité de la planète, l'économie circulaire avec un message écologiste fort et donc une volonté de s'impliquer de manière importante dans ces messages et dans ces combats. On sait que le message écologique a peu de retour dans le grand public. Par contre, si on structure ce message écologique autour d'un message économique qu'on a pu voir précédemment, c'est-à-dire qu'on dit, mais attendez,
non seulement on va sauver la planète, mais en plus, ça va vous coûter moins cher. On va commencer à ratisser beaucoup plus large d'un point de vue message politique. Et on va pouvoir commencer à avoir de l'adhésion de manière beaucoup plus large des deux côtés, à la fois gauche et droite, en disant, mais attendez, oui, bien sûr, c'est redonner du pouvoir d'achat aux consommateurs, c'est limiter des monopoles, et tout en même temps, ça permet de sauver la planète. Et donc, ces gens, puisqu'il y a quand même un courant libre-échangiste dans le fait qu'on limite le monopole lié à la propriété intellectuelle, ces gens qui sont des néolibéraux ou des ultralibéraux ont des messages qui sont quand même, si ils plaisent aux consommateurs, ne sont pas, on va dire, très sexy, peuvent l'enrober dans un discours écologique en disant, mais attendez, non seulement on fait ça, mais en plus on sauve la planète. Et donc on se retrouve sur un trépied qui fonctionne bien, qui dit que c'est un message qui peut être financé par des intérêts économiques qui sont clairs et légitimes, qui met un certain nombre d'activistes très intéressés par la partie écologique, et c'est légitime, et qui vont derrière s'appuyer sur un message économique pour améliorer le pouvoir d'achat, ce qui est légitime aussi. Et donc on voit que cette coalition autour du Right to Repair, elle n'a aucune raison de s'en aller. Et elle n'a aucune raison de ne pas être puissante et de ne pas se développer dans les années à venir. À l'inverse, les industriels, eux, vont arriver en ordre dispersé. Parce qu'en fait, en fonction de ces intérêts, de la manière dont on est structuré, il va y avoir des gens qui vont s'y opposer, des gens qui vont soutenir, et puis un gros ventre mou d'indécis. Alors, ceux qui vont s'y opposer, c'est très clair. C'est ceux qui ont une forte marge dans le SAV. C'est normal. C'est ceux qui ont des forts réseaux à agréer avec des contrats qui sont très forts, dans lesquels il y a un engagement contractuel ou moral dans le fait qu'on assure un revenu à ces réseaux agréés. Il peut y avoir des difficultés structurelles, c'est-à-dire qu'il y a des industries pour lesquelles il est plus difficile de fournir des pièces détachées que d'autres, c'est indubitable. Il peut aussi avoir un problème lié au fait que de plus en plus, les industriels sont des assembleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ils achètent des composants sur étagère ou pas, à des équipementiers qui vont ensuite assembler ces systèmes et les vendre. Et de manière à pouvoir assurer leur marge dans le SAV, quelque part, ils ne veulent pas créer un marché de la pièce détachée parce que ça permet en fait ce qu'on appelle le marché gris, c'est-à-dire le fait que les fabricants équipementiers des pays autres puissent vendre ces pièces compatibles. Donc ça, en général, ça va être les sociétés, si on tombe dans ces cases-là, qui vont tendance à être opposées au right to repair. À l'inverse, ceux qui ont un message politique vert affiché ou qui ont peu de compétition parce qu'il y a fort adhésion de marque, etc., en fait, il n'y a pas forcément, à la limite, ils vont soutenir en disant oui, mais nous, on est pour. D'ailleurs, on voit beaucoup dans le blanc de dire mais nous, en fait, le right to repair, ce n'est pas vraiment un problème parce qu'on n'a pas des marges de folie dans le SAV. Et puis, au final, ça nous permet d'avoir l'air vert parce que, en fait, d'ailleurs, on l'est, mais au moins, on arrête de nous taper dessus sur l'obsolescence programmée qui n'a jamais été prouvée sur l'électroménager. Et puis, on est des bons élèves, nous, ce n'est pas comme la télé. Donc, on voit que ces messages, en fait, ils peuvent être soutenus. Vous avez des gens en Angleterre, en Allemagne, qui ont des messages pro-right to repair dans les industriels. À l'inverse, l'immense majorité des filières, si on va en dehors de l'électroménager, ne sont pas structurées aujourd'hui pour permettre d'avoir une réparation qui est active et vont être globalement indécis. Donc, tous ceux qui n'ont pas d'expérience en SAV, donc tous les produits nouveaux, les drones, etc., qui n'ont jamais été réparés, mais aussi qui ne sont plus réparés. L'hi-fi, la télévision, qui étaient des industries dans lesquelles il y avait énormément de réparations, mais qui a complètement disparu, vont se poser des questions sur le sujet du SAV. Et je pense que c'est là, en fait, que mon idée d'avoir, ou en tout cas l'impulsion que je veux donner à un groupe ou à une communauté, elle a du sens. C'est comment va-t-on permettre à ces industriels de choisir un camp ou l'autre et pas d'avoir un gros ventre mou de gens qui ne savent pas ce qui vont leur arriver et qui, au final, ne sont pas maîtres de leur destin. Parce qu'il est clair qu'aujourd'hui, aucune pratique d'un industriel n'est interdite. Et ils ont tout à fait le droit de défendre leur propriété intellectuelle. Par contre, il y a une forte indécision. Si on prend le principe si on réfléchit aux perceuses, à tout ce qui est outillage, ce sont des questions qui se posent en ce moment.
mais pour lesquels ils n'ont pas ou peu de réponses, parce que c'est une filière qui n'est pas du tout structurée. Et il existe d'autres filières SAV qui peuvent les aider. Donc, je pense que c'est en ça que des journées comme aujourd'hui sont importantes. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, moi, je pense qu'il y a une opportunité. Il y a des opportunités pour des services, enfin, pour des acteurs clairs. Donc, il y a tout ce qui est logisticien, parce qu'il va forcément y avoir une explosion du nombre de pièces détachées. Si on a les gens, il va y avoir plus de pièces détachées, c'est évident. Il va forcément y avoir des opportunités pour les réparateurs, puisqu'il y aura globalement plus de réparations. L'objectif est de réduire les activités monopolistiques. Mais c'est là-dessus que je voulais insister. Je pense qu'il y a des opportunités pour de nouveaux services. Contrairement à ce qu'on pense et contrairement à ce qu'on cherche à nous dire autour du mouvement écologique, ce n'est pas un jugement de valeur. La réalité, c'est que le consommateur, certes, veut que son produit soit réparable, durable, etc. Mais je ne pense pas que d'un seul coup, 100% des gens vont se dire « demain, je vais réparer, c'est ça qui est important pour moi ». L'émergence d'un prix de marché, par contre, va permettre de se dire, voilà, si je paye, par exemple, un abonnement tous les mois, je vais garantir la réparation d'un certain nombre de mes appareils. Ce genre de service, en fait, où le fait que le consommateur comprenne bien qu'il y a une propriété intellectuelle, comprenne bien qu'en fait, on doit payer et qu'il y a un prix qui est acceptable pour un service, on l'a vécu, en fait, il n'y a pas très longtemps. Si on se place sur une autre industrie qui a connu un changement fondamental, qui est la musique. On voit que dans les années 90, on a eu l'explosion du peer-to-peer, un abandon quasi complet du CD. Et pendant longtemps, les gens ont dit « ouais, mais c'est fini, de toute la façon, la musique n'en rapportera plus jamais un rond, c'est la fin, etc. » Et on voit que à partir du moment où on a pu mettre en place Apple Music, Spotify, des systèmes d'abonnement, l'activité peer-to-peer s'est largement chuté. Ça a chuté également en VOD, avec l'arrivée des plateformes Netflix, Amazon, etc. et autres Disney+. Et au final, on voit bien que les gens ils sont prêts à payer pour des services à partir du moment où ils ont une idée du coût et de la valeur que ça leur apporte. Et donc, je pense que ça, c'est une opportunité. C'est-à-dire que ça va transformer notre filière et il va falloir réfléchir à ces nouveaux services. Et peut-être qu'on aura aussi l'opportunité d'avoir ce que nous n'avions jamais jusqu'à présent, c'est-à-dire un prix de marché. Quelle est l'appétence des consommateurs pour des services autour de la réparation? Donc, si je veux résumer tout ça pour répondre un peu aux questions, aux questions qu'on s'est posées aujourd'hui, et puis pour tenir aussi les 40 minutes, parce que je ne dois pas être loin, c'est ça, il est 19h39. Donc, j'avais posé un certain nombre de questions. Donc, est-ce que c'est un mouvement mondial? Est-ce que ce mouvement ou ces discussions, ça va rester, en fait, cette coalition? Est-ce qu'on a une chance de voir quelque chose qui en sort? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y avoir un impact législatif? Et qu'est-ce qui va changer? Alors, je pense que j'espère que dans ces 40 minutes, où j'ai certes pas un portrait assez large et à grands traits, mais qui vous donne, je pense, des visions précises de la réalité du problème. Clairement, on a un mouvement qui est mondial, à minima dans le monde occidental. Et ce qui va rester, je pense que j'ai démontré que la coalition, à la fois par la cohérence de son message et son financement, restera là pour un certain nombre d'années. Qu'on a déjà des gains, enfin, je me place du point de vue des activistes, mais il y a déjà des impacts législatifs. Donc, de toute façon, il y aura une lutte. On ne sait pas comment le tango se terminera, mais au final, il va y avoir les lignes vont bouger. Et ce qui va changer, c'est sûr, à minima, c'est qu'on aura de la logistique de la pièce détachée qui va exploser. C'est-à-dire qu'on va se poser la question dans les outillages de réparer les perceuses. On va se poser la question dans l'AFI de réparer mieux. On va se poser la question dans les drones et autres voilà. Et ça fera partie aussi avec l'éco-design de globalement les nouvelles approches qu'on aura. Voilà. Avec ça conclut ma thèse, ou en tout cas mon propos. J'espère que je vous ai convaincu. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à les poser pour que je puisse y répondre et avoir un échange, puisque c'est l'objectif d'aujourd'hui, c'est justement de lancer un échange.